Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager Motion Canva, qui est un outil qui permet de créer des animations en utilisant de la programmation. Donc un des problèmes que je rencontre assez souvent, c'est que quand j'ai besoin de faire des vidéos un petit peu techniques, avec des concepts qui ne sont pas forcément évidents à expliquer, j'aime bien rajouter des schémas et des animations pour accompagner mes explications. Et j'ai testé beaucoup d'outils pour faire ce type d'animation, jusqu'à tomber sur Motion Canva. Donc c'est un outil qui a été créé par un YouTuber qui s'appelle Artificial, que je vous invite d'ailleurs à suivre et qui fait des vidéos assez intéressantes sur le développement de jeux vidéo. Et pour ces vidéos-là, il s'est développé un outil qui permet de créer des animations. Et cet outil, il a décidé de le rendre open source et il s'appelle Motion Canva. Alors pour vous donner rapidement un petit tour d'horizon, dans cet outil-là, on va utiliser une syntaxe qui se rapproche de la syntaxe de React, donc ça va être du JSX. On va pouvoir créer des éléments dans notre scène, et ensuite on va pouvoir les animer avec un système de générateur. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément l'habitude de voir en JavaScript, qui permet de dire, par exemple ici, je veux que le cercle s'agrandisse d'une taille de 2 pendant 0,3 secondes. Et on aura en plus un petit éditeur visuel qui va nous permettre de caler les animations correctement sur nos explications. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du propriétaire, de vous montrer quelques cas d'utilisation pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc pour l'utiliser, ça va être un projet qui va fonctionner en JavaScript, donc on va installer ça. Donc vous pouvez le faire via npm, moi dans mon cas j'utilise bun, donc je vais directement utiliser la commande bun create, et ensuite motioncanva@latest pour avoir la dernière version. Donc le nom, je vais choisir ici tuto Canva, vous choisissez le nom que vous voulez à votre projet, et vous pouvez faire soit du TypeScript, soit du JavaScript. Vous pouvez choisir le type d'export que vous voulez, donc soit une séquence d'images, soit une vidéo qui va être générée via FFmpeg, donc moi je vais laisser les deux activés, et voilà, mon projet est prêt à fonctionner. Je me rends à l'intérieur, je vais installer les différentes dépendances, je vais ensuite ouvrir le projet avec mon éditeur, et si je veux lancer le système de prévisualisation, je peux faire un bun run start. Ça va automatiquement démarrer un petit serveur web qui va tourner sur le port 9000, et donc si je me rends sur ce port au niveau de mon navigateur, j'ai cette première animation qui a été créée. Sur cette interface, on a la possibilité d'inspecter les différents éléments, on a le système de timeline en bas qui permet d'avancer ou de reculer, et ça c'est très pratique pour pouvoir inspecter notre animation. Si vous maintenez CTRL et molette, vous pouvez zoomer ou dézoomer dans la timeline. Vous pouvez à gauche gérer tous les paramètres de la vidéo, donc ça c'est intéressant surtout pour la partie export. Après, il y a d'autres onglets, mais je vous avouerai que je les ai jamais trop utilisés. Ça vous permet de voir un petit peu votre scène. Donc ça vous permet d'inspecter les éléments, mais vous pouvez directement cliquer dessus. Ensuite, vous avez le système de threads que j'ai jamais utilisé. La partie bug, ça c'est très intéressant pour avoir les erreurs. Et après, vous avez une petite partie settings si vous voulez gérer quelques paramètres. Alors, comment fonctionne justement cet outil-là ? Dans le code source de notre projet, on a un dossier src et on a un premier fichier project.ts. C'est dans ce fichier-là qu'on va créer un projet, et ce projet il va être composé de plusieurs scènes. Ici, il importe une première scène qui s'appelle example. Attention, quand on importe une scène, il faut avoir un point d'interrogation scène. Ça permet d'indiquer au système qu'il doit faire une certaine conversion. On va regarder cette scène-là. Donc dans le dossier scène, j'ai exemple.tsx. Alors ce que je vous propose, c'est de tout effacer et de repartir de zéro pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc la création d'une scène se fera toujours de la même manière, on utilisera la fonction makeScene2D de Motion Canva, et ça prendra en premier paramètre une fonction génératrice. Donc à l'intérieur, on peut faire différentes choses. Déjà, on peut modifier des propriétés de la vue. Par exemple, je peux changer la couleur de remplissage. Si je veux ne pas avoir un système transparent, je peux lui dire « je veux du noir ». Et dans ce cas-là, notre élément sera rempli en noir. Ensuite, dans notre vue, on va pouvoir rajouter des éléments. Pour cela, on va utiliser la fonction add, et on doit rajouter des nœuds. Donc la syntaxe pour ajouter des nœuds, c'est la même que dans React, on va avoir des éléments que l'on pourra utiliser. Donc l'ensemble des composants sont documentés justement dans la documentation, et vous en avez tout un tas. Alors ils sont un peu placés par ici, mais sinon dans la partie API, vous allez avoir dans la partie Motion Canva 2D, tous les composants qui vont être listés ici. Et vous voyez, il y en a pas mal. Donc nous, pour commencer, on va faire le même exemple que ce qu'ils avaient présenté, on va créer un cercle. Pour cela, on va pouvoir utiliser Circle. Et si vous voulez connaître les propriétés qui sont dessus, tout est typé, donc on a déjà les types. Mais sinon, vous cliquez à ce niveau-là et vous allez avoir l'ensemble des propriétés que vous pouvez utiliser avec ce à quoi elles correspondent. Et vous avez en général dans la documentation des petits exemples. Donc nous, dans notre cas, on va créer un cercle qui aura une taille, par exemple, de 300. Et on va lui donner une couleur de remplissage et on va mettre directement le nom d'une couleur, ici, yellow. Et on a notre cercle à ce niveau-là. Je vais peut-être changer la couleur de fond pour que ça soit un petit peu plus facile de détecter les bords de notre zone. Maintenant, on souhaite l'animer.
Alors pour animer, on va avoir besoin de récupérer le cercle à ce niveau-là. Là, on a plusieurs manières de faire les choses. Premièrement, c'est de directement partir de la vue et de trouver par exemple le premier enfant. Si je fais un console.log, on peut faire un view.childAs. Cette fonction prendra en premier paramètre l'index de l'élément. Vu qu'on n'en a qu'un seul ici, je vais lui dire je veux le premier enfant. Et ensuite, on peut typer cet enfant-là. Donc moi ici, je vais lui dire j'ai un cercle. Si je fais ça et que je sors mon inspecteur, on va voir qu'à ce niveau-là, on récupère un cercle. Sur ce cercle, je peux choisir de changer une valeur. Donc je peux changer directement la valeur comme ceci. Je peux lui dire je veux que le cercle devienne rouge. Si je fais ça, je ne vais pas avoir d'animation. Mais c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que lorsque vous changez une valeur, vous pouvez mettre en second paramètre une durée. Par exemple, je vais dire de changer ça pendant 1 seconde. Si vous faites ça, vu qu'on a une fonction génératrice, ça va nous renvoyer un générateur. Donc il faudra faire yield, une petite étoile, et ensuite notre code. Dans ce cas-là, on voit qu'une timeline vient d'apparaître, vu que notre animation a maintenant une durée. Donc par défaut, je crois que c'est 30 images par seconde. Donc on a ici une timeline qui dure 30 frames. Et si j'avance dans cette timeline-là, on voit que notre élément devient rouge. Ce que je peux faire, c'est animer d'autres choses. Si par exemple je décide de changer la taille, je peux faire un view.childAs, prendre encore une fois le même cercle, et lui dire par exemple je veux changer la taille, et on va mettre 500 pendant 1 seconde. Dans ce cas-là, on voit que notre timeline, elle grandit, et on a maintenant les deux animations qui se jouent en séquence. Si on veut jouer les deux animations en même temps, on peut utiliser une fonction qui s'appelle all. Donc on yield toujours, on fait un all, et c'est une fonction qui prendra plusieurs générateurs en paramètres. Donc ici, je peux lui dire, on va avoir cette première fonction ici, et ensuite cette seconde fonction. Peu importe l'ordre, vu qu'elles vont être jouées en même temps. Donc dans ce cas-là, on voit qu'on repasse à 30 images, et si je avance, on a à la fois l'agrandissement du cercle et le changement de couleur. Donc pour récupérer un élément, on peut utiliser ce childAs, mais ce que l'on peut faire aussi, c'est utiliser des références. Parce qu'imaginez-vous, vous êtes dans une animation un petit peu plus complexe, essayer d'explorer comme ça tout l'arbre, ça ne va pas être évident, et en plus c'est moins flexible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer une constante, nous on va l'appeler circle, et on fera la fonction createRef. Cette ref, je vais lui donner un type, un petit peu comme mon childAs, je vais lui dire ça sera une référence pour un cercle. Maintenant, lorsque je crée mon cercle dans ma vue, je vais pouvoir lui dire la ref, ça sera circle. Si maintenant je veux récupérer le cercle, ce qu'il me faut faire, c'est utiliser cette référence comme une fonction. Donc par exemple ici, il faudra faire circle et j'appelle la fonction. Et ça me donnera accès à l'élément sur lequel la ref a été attachée. Donc j'ai fait ça ici et je vais faire la même chose à ce niveau-là. Donc en termes d'animation, ça ne change rien. L'avantage, c'est que si par exemple vous avez votre cercle qui est placé quelque part dans la scène, ça n'a pas d'importance, vous avez toujours votre référence pour y faire référence. Alors un autre point intéressant, c'est la possibilité de faire des animations via des signaux. Donc des signaux, c'est des variables qui sont dynamiques dans le cadre de Motion Canva et que l'on va pouvoir faire évoluer dans le futur. Il faut savoir que toutes les propriétés qui sont associées aux éléments sont des signaux. Par exemple, size ici, si je passe dessus, on va voir que c'est un signal. Mais on peut créer un signal en dehors. Comme ça permet de piloter l'animation un petit peu plus facilement. Donc je vais créer par exemple un signal que je vais appeler size. Et pour cela, je vais utiliser la fonction createSignal. Je vais lui donner une valeur initiale 300. Maintenant que j'ai ce signal, je vais le placer ici au niveau de mon cercle. Donc par défaut, ça ne change rien, mon cercle fait toujours 300. La particularité, c'est que maintenant, je ne suis plus obligé d'accéder au cercle pour changer sa taille. Je peux lui dire, j'ai envie de changer la valeur de size, donc pour cela je fais size, je l'appelle comme une fonction, je lui donne la nouvelle valeur, et je lui donne ensuite la durée de l'animation. Et dans ce cas-là, ça va faire évoluer la taille de mon cercle. Le gros intérêt que vont avoir les signaux, c'est que ça permet de relier des animations les unes avec les autres. Pour l'exemple, j'ai envie par exemple d'avoir une ligne qui représente le rayon de mon cercle. Alors dans mon view add, je vais décider de créer plusieurs éléments. Donc ici, j'utilise un petit fragment, voilà. Et à l'intérieur, je vais lui dire, je veux maintenant une ligne. Donc le composant line, je vais aller l'importer depuis Motion Canva 2D. Je vais préciser que je veux une propriété stroke qui va me permettre de préciser la couleur de la ligne. On va mettre du rouge. J'ai pas des très bons goûts en couleur, hein, c'est pas grave. On va faire un line width pour préciser la taille de la ligne. Donc là, on va mettre quelque chose d'un petit peu gros. Et ensuite, on doit définir les points qui composent cette ligne-là.
Donc là, ça va être un tableau qui va contenir plusieurs points. Donc le premier, ça sera 0, 0, ça sera l'origine de mon repère. Et par exemple, je vais le placer à 300, puis 0. Et après, je vais fermer cette ligne-là. Donc on voit maintenant que j'ai cette ligne qui est placée comme ça. Sauf que j'aimerais bien que cette ligne, elle fasse pile poil la taille du rayon de mon cercle. Mais dans ce cas-là, plutôt que de donner une valeur, je peux lui passer une fonction qui serait dépendante de la valeur du signal. Par exemple, je lui dis, la ligne, elle commence à 0, 0, mais par contre, j'ai envie qu'elle fasse la taille de mon cercle divisé par 2. Comme ça, c'est son radius. L'avantage, c'est que dès que la valeur de size va évoluer, la valeur des points de ma ligne va aussi évoluer. Alors, je vais enlever le changement de couleur. On va juste remettre le yield ici. Et si je réactualise, on voit que maintenant, lorsque mon élément grandit, ma ligne grandit aussi. Donc c'est très intéressant d'utiliser des signaux parce que ça permet de contrôler une animation facilement avec une seule valeur. Si on veut encore mieux représenter les choses, si par exemple vous donnez des cours de maths, je peux faire un start euro pour dire que je veux une flèche au démarrage et end euro pour préciser que j'ai une flèche à la fin. Enfin, j'aimerais bien pouvoir mettre ici une petite valeur à ce niveau-là. Donc je peux rajouter un nouveau nœud. Donc il y a un nœud qui s'appelle texte qui permet de placer du texte. Alors là, je vais l'importer, mais je crois qu'il a du mal toujours. En tout cas, mon éditeur n'aime pas cet import-là, je ne sais pas pourquoi. Donc au niveau de ce texte, je vais pouvoir faire la même chose et lui dire que le texte, ça va être une fonction. Je vais prendre la valeur de size et je vais rajouter, par exemple, centimètres après. Alors je sais que ça va donner des nombres à virgule, donc je vais faire un mat.round pour être un petit peu plus correct. Et là, je vais directement fermer mon élément. Et là, dès que je vais faire grandir la taille de mon cercle, on voit que la valeur qui est affichée à l'écran change aussi. Il ne me resterait plus ici qu'à positionner correctement mon texte pour avoir les bonnes dimensions. On notera quelque chose aussi d'important, c'est que par défaut, tout se place au centre. La position 0, 0 est toujours l'élément central. Donc la position en X, on va mettre 0. La position en Y, on va le descendre un petit peu parce que là, c'est vraiment sur la flèche. On va pouvoir changer par exemple le font size, on va pouvoir mettre 50, j'avais fait des tests. Et enfin, je vais choisir la couleur de remplissage, donc ça va permettre de définir la couleur du texte, et on va le mettre en rouge. Le truc que j'aimerais bien faire, c'est faire en sorte que ce chiffre-là, il soit au centre de cette ligne-là. Dans ce cas-là, au niveau de la position en X, je peux aussi dépendre de la valeur du radius. Donc ici, je lui dis c'est la taille divisée par 4. Et j'ai maintenant mon texte qui va toujours être placé sous ma petite flèche et en dessous. Et voilà comment je peux créer facilement une petite animation pour expliquer un concept en utilisant Motion Canva. Imaginons qu'après vous avez envie de changer des choses, vous pouvez demander à l'animation d'attendre. Pour cela, on utilise toujours le système de générateur et on peut faire un wait for et lui dire d'attendre pendant 2 secondes. Dans ce cas-là, l'animation va s'arrêter pendant 2 secondes et après vous pouvez refaire des choses. Par exemple, je vais lui dire ici, j'ai envie après que le cercle il change de couleur et on le rendrait vert. Voilà, pendant 1 seconde. Donc notre animation, on voit qu'elle a grandi en termes de longueur. Donc on a d'abord notre premier système qui fait l'agrandissement, on a 2 secondes de vide et ensuite on a la couleur qui passe au vert. Ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que vous avez une autre manière d'attendre qui est le wait until. Cette fonction-là, elle prend en premier paramètre un libellé. Donc moi je vais l'appeler color par exemple. Le wait until, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer un petit curseur ici dans votre timeline. Et par défaut, vous n'aurez pas d'attente entre les deux animations. Donc là, dès que je passe le curseur, hop, il devient vert. Les curseurs sont intéressants parce que vous pouvez importer l'audio dans Motion Canva et ensuite vous pouvez caler vos animations sur l'audio. Par exemple, si je fais hop, un petit déplacement ici, on voit que la timeline grandit, mais ça veut dire qu'on va être en pause pendant tout ce moment-là. Et l'animation de couleur ne se lancera qu'à partir du moment où le libellé est atteint. Donc ça permet d'avoir une animation qui est correctement synchronisée. Ce qui se passe côté code, c'est que Motion Canva va automatiquement, lorsque vous modifiez ce libellé-là, mettre à jour ce fichier-là, qui va contenir les métadonnées associées à notre scène, et indiquer pour combien de temps on va attendre pour cette animation-là. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que si jamais, hop, on imagine qu'on a, par exemple, un autre libellé, et on s'imagine qu'on change encore une fois la taille pour revenir à du 300. Si je bouge ce libellé-là, on voit que ça bouge l'autre aussi.
Donc ils sont toujours voilà, bien en décalé, on peut replacer les choses. Donc pour assurer une bonne synchronisation entre vos explications et l'animation, c'est vraiment une super bonne idée. Donc voilà pour le concept de base. Après, vous pouvez vraiment aller pas mal loin. Vous pouvez tout à fait, vous imaginez par exemple, créer des composants qui regroupent des points qui sont toujours répétitifs. Par exemple, dans mon cas, je me suis créé un composant browser qui permet de représenter une fenêtre de navigateur. Et ce composant, il va exposer différentes choses qui me permettent de manipuler ce navigateur, pour par exemple le passer entre la version desktop et la version mobile. Donc vous pouvez comme ça avoir votre logique qui va être dans un composant que vous pourrez ensuite utiliser facilement dans vos animations. Donc au début, effectivement, quand on compose nos premières animations, on a beaucoup de code à écrire, mais au fur et à mesure, ça va de plus en plus vite. Alors maintenant, je vous propose de parler d'un autre concept, c'est le système de layout, pour placer les éléments relativement les uns par rapport aux autres. Parce qu'on l'a vu, là, par défaut, tous nos éléments vont toujours être placés au centre, ce qui peut être un peu pénible pour certains types d'animations. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle scène, et ça me permettra en plus de vous parler du système de transition. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler layout.sx. À l'intérieur, je vais exporter par défaut, et on va utiliser la fonction makeScene2D, donc je vais réimporter les trucs. Et on lui passe notre fonction génératrice qui recevra en premier paramètre la vue. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un view.fill et je vais remplir avec une couleur particulière. Au niveau de mon projet, je peux soit remplacer la scène existante, soit avoir plusieurs scènes. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Je vais dupliquer cette ligne-là. Je vais lui dire ici, je vais importer une nouvelle scène que je vais appeler layout et je vais l'importer depuis le fichier qui s'appelle layout. Cette scène, je vais la mettre après ma première scène, à ce niveau-là. Donc au niveau de notre timeline, ça va créer une nouvelle scène juste après. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas pour l'instant vu qu'elle n'a pas de durée. Histoire d'avoir une première durée initiale, je vais lui dire ici d'attendre pendant 2 secondes. Et ça, on va l'importer. Dans notre timeline, on voit maintenant qu'on a nos 2 scènes. Par défaut, la transition est brutale, mais vous pouvez avoir un effet de transition entre vos scènes. Pour cela, on prendra la dernière scène qui a été affichée, donc c'est celle-ci. Et on pourra lui dire, dès le début, je veux faire un yield. On fera slide transition. Donc ça, c'est une transition qui existe déjà dans Motion Canva, mais il est tout à fait possible de créer ses propres transitions. Et je vais choisir d'utiliser une transition de la gauche vers la droite. Si je fais ça, on voit qu'on a ici un petit dégradé. Et si je regarde ma scène, hop, on a un petit slide de l'une vers l'autre. OK. Donc justement, parlons du système de layout. Donc dans ma vue, je vais venir rajouter 2 rectangles. Donc je vais faire un view.add et on va créer un premier rectangle et je vais lui donner une largeur de 100, une hauteur de 100 et une couleur de remplissage en yellow. Je vais créer un autre rectangle et je vais lui donner une couleur différente. Donc par défaut, ces 2 rectangles sont superposés et seul le premier est visible, donc celui qui est affiché en dernier. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est entourer ces 2 rectangles d'un autre rectangle et lui donner une propriété qui est très importante, qui est la propriété layout. Cette propriété va faire que les éléments vont automatiquement se positionner les uns à côté des autres, un petit peu comme des flexbox en CSS. On a la possibilité de changer par exemple la direction. Donc, si je mets une direction en colonne, dans ce cas-là, les éléments vont s'empiler l'un en dessous de l'autre. J'ai aussi la possibilité, comme avec les flexbox, de rajouter un gap. Et automatiquement, les éléments sont espacés. Et comme pour le reste, j'ai la possibilité de changer les valeurs et de les animer. Donc par exemple ici, je peux lui dire je veux faire un yield. On va partir de la vue, je vais faire un child as, récupérer le premier élément qui est donc un rectangle. Et je peux lui dire tiens, j'ai envie d'animer le gap et on veut passer le gap à 50. Et on va mettre une durée de 2 secondes. Dans ce cas-là, on aura une animation sur le gap et ça va déplacer les éléments. De la même manière, je peux choisir de changer la taille d'un élément et automatiquement le système de flex va les positionner correctement. Donc, par exemple ici, je peux lui dire bon, je récupère encore un autre enfant. Donc ça me permet de voir le premier rectangle et je vais lui dire je veux que la largeur elle passe à 200. Dans ce cas-là, le premier élément va grandir et on voit que le rectangle qui contient les 2 va toujours être centré et on a cet effet-là. Donc ça c'est assez intéressant parce que vous pouvez vraiment créer des layouts assez particuliers. Et vous pouvez les imbriquer, hein. Je peux tout à fait ici m'imaginer avoir un nouveau rectangle qui lui aussi va être en mode layout, mais par contre lui il sera en direction colonne. À l'intérieur je place mon premier rectangle vert et je vais avoir un autre rectangle et on va le mettre en blue. Je ne suis pas très inspiré pour les couleurs, désolé. Et dans ce cas-là, ces 2-là ils s'empilent.
D'ailleurs, pour les hauteurs, vous pouvez aussi les exprimer en pourcentage. Ça peut être intéressant dans certaines situations. Par exemple, celle-ci, vous pouvez dire, ben là, je veux que ça prenne 50% ici, et pareil, 50% ici. Et dans ce cas-là, les deux éléments vont prendre que la moitié. Et si jamais vous aviez, par exemple, un gap ici, on mettrait un gap de 20 aussi, l'espace sera correctement distribué et les éléments vont être redimensionnés. Donc voilà un peu pour le principe de layout. Alors pour aller un petit peu plus loin et pour vous montrer un exemple concret, imaginons-nous on veut faire une vidéo pour expliquer le CSS. Donc on veut créer un grand bloc à gauche où on aura le code CSS et un grand bloc à droite où on aura la preview. Ce que je peux faire ici, c'est créer mon premier rectangle, donc toujours avec ce layout-là, et je vais lui dire à ce niveau-là, je veux un gap un petit peu plus grand, on va mettre 30, et je veux par contre que tu prennes l'entièreté de la taille de l'écran. Donc pour cela, on peut faire un width, et je prends view.width, qui sera la taille de la vue, et je fais 8 égale view.8. Ensuite, je vais avoir deux rectangles qui vont représenter les morceaux de code. Vu que ces deux rectangles vont avoir le même style, je peux me créer une variable pour gérer ce style-là. Je vais l'appeler previewStyle. On va dire que la couleur de remplissage, ça sera un gris un petit peu plus clair. Je vais choisir d'avoir un bord arrondi avec radius. Je vais avoir une largeur, donc si je veux que les deux prennent la moitié de l'écran, je ferai 50%. Je peux rajouter un petit peu de padding pour pouvoir espacer le contenu à l'intérieur. Et vu qu'on aura du contenu à l'intérieur justement, je précise que je veux que ça soit en layout. Et le contenu à l'intérieur sera centré. Si je veux m'assurer que le typage est correct, je peux ici rajouter un petit satisfies et lui dire ça sera quelque chose de type rectProps. Ce sont les props que peut prendre un rectangle. Je vais maintenant créer mon rectangle ici. Donc le premier rectangle, je vais lui donner tous les props que l'on a dans previewStyle. Et on imaginera qu'on aura du code à l'intérieur. Et ensuite, je vais dupliquer ce rectangle-là pour le mettre en dessous. Donc là, j'ai mes deux blocs. Je vais enlever cette animation ici. J'aimerais bien avoir un peu d'espace tout autour. Donc ça, c'est facile à gérer. Il me suffit de rajouter du padding sur l'élément qui les englobe. Donc si on met le même padding un peu partout, ça fait 20. Donc justement, ça va nous permettre maintenant de parler du code. Comment on fait pour afficher du joli code au niveau de notre système? On va pouvoir utiliser un nouveau composant qui est le composant code. Ce composant, on l'importe depuis Motion Canva 2D. Le code s'affiche bien en police monospace. On a la possibilité de changer la taille si on le souhaite. Par exemple, on peut rajouter ici une nouvelle props font size. Et on va dire 42 pour que ça soit un tout petit peu plus petit. Mais par contre, on n'a pas la coloration syntaxique. Pour la coloration syntaxique, il va falloir utiliser un parseur particulier. Donc au niveau de mes dépendances, je vais venir rajouter laser. Et vous avez CSS et vous avez comme ça les différents langages. Donc moi, je vais rajouter laser CSS. Ensuite, tout en haut, on va pouvoir l'importer. Donc je fais un import et j'importe le parseur depuis @laser/css. Ensuite, je vais pouvoir créer un highlighter. Donc je vais faire un const highlighter égale new laser highlighter et je lui passe le parseur à utiliser. Donc là, c'est le parseur CSS. Si vous avez par exemple différents blocs de code avec différents langages, vous pouvez importer plusieurs éléments et créer plusieurs highlighters. Ensuite, au niveau de cette partie code, je peux choisir l'highlighter à utiliser. Et donc moi, je vais utiliser celui que j'ai défini en haut. On a aussi la possibilité de définir un highlighter global si jamais on veut que ça soit toujours le même partout. Et dans ce cas-là, on voit qu'on a automatiquement la coloration syntaxique qui s'affiche. Ce qui est assez intéressant avec ce système de code, c'est qu'on va aussi pouvoir l'animer et qu'automatiquement, il va faire les transitions tout seul. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire « j'ai besoin que tu attendes et j'ai envie de prendre mon élément code. » Donc, vu que j'ai besoin de le récupérer, je vais créer une petite référence. Donc, ici, je fais un const code égale createRef. Je lui dis que c'est une ref d'un élément code. À ce niveau-là, ensuite, je vais pouvoir lui dire « il faut que tu utilises la ref ». Et maintenant, à ce niveau-là, je peux lui dire j'ai envie de changer au niveau du code, la valeur du code, et je vais mettre comme nouvelle valeur la même chose, sauf que je vais rajouter des propriétés supplémentaires. Donc par exemple, ici, on va lui dire je veux rajouter un background, on va choisir du bleu, et ensuite, on va lui dire j'ai envie de changer la couleur, par exemple, et pour mettre du blanc. Et on s'imagine un petit peu de padding aussi. En second paramètre, je vais lui indiquer la durée de mon animation, 1 seconde. Et maintenant, si je regarde, dès que j'avance, on voit qu'il y a automatiquement un effet de transition ici pour cette valeur-là. Et ensuite, des lignes qui se rajoutent aussi en dessous.
Et ça, c'est géré automatiquement par Motion Canva. La petite particularité, c'est qu'on peut aller un petit peu plus en profondeur sur ce type d'animation. Si vous allez dans la partie Components Code, vous avez aussi une manière de faire manuellement les appends et les choses comme ça. Mais si vous ne faites rien, comme ça a été le cas ici, il essaie de faire une différence et de faire en sorte que l'animation soit la plus fluide possible pour passer d'une version du code à l'autre. Donc ça, quand vous avez besoin de faire des explications un petit peu techniques avec des snippets de code, je trouve que c'est quand même super pratique. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre en surbrillance des lignes. Pour cela, on peut faire un yield. On va prendre notre code et on va lui dire « je veux rajouter une sélection ». Et à l'intérieur, on peut lui indiquer différentes manières de faire les sélections, mais moi je vais utiliser lines. Je lui donne la première ligne, par exemple la ligne 2 et la ligne 3, et je veux que l'animation dure 1 seconde. Ça, il va falloir l'importer, donc toujours depuis Canva 2D. Et maintenant, hop, on voit que ça met en surbrillance ces lignes-là. Encore une fois, on a la possibilité de faire des sélections de différentes manières. Par exemple, vous pouvez utiliser une expression régulière et ça va highlight tous les mots qui contiennent cette expression régulière. Vous avez aussi la possibilité de carrément obtenir la position d'un terme pour pouvoir par exemple dessiner un petit carré. Donc ça c'est pratique si vous voulez mettre un élément en surbrillance. Donc il y a pas mal de choses que l'on peut faire au niveau du code. Si je voulais finir mon animation ici, ce que je pourrais faire c'est créer une nouvelle ref. Donc je l'appellerai par exemple render. Ça serait ici un rectangle. Voilà. Ensuite ici je créerai mon rendu, donc par défaut ça serait un élément de type texte. Je lui donnerai comme texte acheter, donc là je veux montrer à quoi ressemblerait notre bouton. Et ensuite tout autour, je vais créer un rectangle qui permettrait de représenter la div qui serait autour du texte. Et ce rectangle, je vais pouvoir utiliser ma ref qui est au-dessus, qui est mon render. Donc j'importe txt, cette fois-ci il accepte de l'importer, impeccable. Voilà. Donc là, on voit qu'on a notre bouton acheter. Par contre, pour le bouton, j'aimerais bien qu'il soit centré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur l'élément parent, en plus des styles, je vais faire un justify content et on va mettre center. Et un align items à center. Et je vais enlever ce que j'avais mis là-haut, ça sert vraiment à rien. Donc dans mon animation, lorsque on a cette ligne-là qui sont rajoutées, j'ai envie de changer le style de ce bouton-là. Ce que je peux faire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut faire un yield. Ensuite, on fait un all. Et là, on peut mettre nos animations les unes derrière les autres. Donc la première, ça serait animer le code pour pouvoir changer la valeur. Ensuite, je vais en même temps faire une sélection pour montrer aux gens les lignes qui ont été rajoutées. Et ensuite, je vais rajouter du style pour faire en sorte de montrer à quoi ça va ressembler au niveau du rendu. Donc je vais utiliser ma fonction render, qui est donc ma ref qui permet de représenter le rectangle, et je vais changer sa couleur de remplissage pour du bleu, pendant toujours 1 seconde. Si je reviens au niveau de mon animation, dès que les lignes sont rajoutées côté CSS, on voit que ça change ici. Et après, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je prendrai mon render et je lui dirai rajoute un petit peu de padding. Donc padding, on peut mettre 2 valeurs. Donc c'est la position en X, on va mettre 10 et 5 en Y. Et toujours avec une durée pour indiquer que c'est une animation. Ensuite, on va aussi prendre le premier élément. Donc ici, ça va être notre texte. Et j'utilise le système de navigation d'élément en élément pour pouvoir lui dire je veux changer la couleur de remplissage et le faire devenir blanc. Et comme ça, j'ai pu faire une animation qui représente le rendu de mes lignes CSS. Donc si je fais par exemple une vidéo pour expliquer le CSS, c'est super pratique parce que ça me permet d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Bon, par contre, le padding, il n'est pas tip top, mais ça c'est du détail. Bon, après, ça dépendra de ce que vous voulez animer, mais voilà. Donc là, on a notre effet, comme ça, d'animation. Donc si vous faites des vidéos un petit peu techniques, c'est super pratique. Alors un dernier truc que je voulais vous montrer, ça va être un cas un peu plus compliqué, donc je vais déjà importer un peu de code pour vous, c'est le système de caméra. Vous pouvez aussi placer votre scène et déplacer une caméra à l'intérieur. Donc j'ai créé une nouvelle scène qui représente un système solaire. Donc typiquement, ça serait une scène qui serait un petit peu compliquée à faire avec un logiciel d'animation traditionnel. Là, ce que j'ai pu faire, c'est créer une variable planets qui contient l'ensemble des planètes avec les infos qui sont associées. Et ensuite, dans mon système, je peux faire une simple boucle pour ajouter autant de cercles que nécessaire. Petite particularité, j'ai ici utilisé une fonction loop qui permet de créer une animation qui va rester en tâche de fond. Donc je lui ai demandé d'attendre pendant 10 secondes, mais pendant cette phase d'attente, vous allez voir que les cercles tournent autour de notre système. La petite particularité, c'est que pour cette animation, j'ai entouré tout mon système d'un élément caméra.
Cet élément va permettre de piloter une sorte de caméra virtuelle qui va permettre de se déplacer dans la scène indépendamment des transformations que vous auriez pu appliquer aux éléments. Donc par exemple dans mon cas, je vais pouvoir lui dire à ce niveau-là, je veux yield, et on va lui dire de faire un all. La première animation que je vais faire, c'est au niveau de ma caméra, changer son centre, et on peut faire un center on, et lui passer un élément particulier. Donc moi j'ai un ensemble de références qui contient l'ensemble de mes planètes. Je vais lui dire arrête-toi sur la première planète et je vais prendre son cercle. Donc je vais faire un child as circle. Bon, là évidemment le code que vous allez mettre va dépendre de votre structure de scène. Et à ce niveau-là, je lui dirai de faire une animation pendant 1 seconde. En même temps qu'il fait cette transition-là, je vais lui demander aussi de zoomer. Et on va appliquer un zoom x2 pendant la même durée. Maintenant, hop, si j'avance, on va avoir directement un effet qui va venir zoomer vers le Soleil. Si ensuite je voulais me déplacer vers une autre planète, je pourrais le faire. Donc ça c'est un petit détail, mais si jamais vous avez une animation où vous préférez placer toute votre animation en une fois, puis ensuite bouger votre caméra, ça peut être une solution qui est efficace. Autre petit point intéressant, vous pouvez aussi faire en sorte que votre caméra suive volontairement un élément. Par exemple ici, je peux faire un caméra.position. Et je vais lui passer en paramètre non pas une position, mais directement une fonction, et je vais lui indiquer de suivre un des cercles. Par exemple, là j'avais choisi de sélectionner le premier cercle, mais je vais lui dire de sélectionner par exemple la 3e planète, voilà, enfin la 4e en vrai, et ici je vais récupérer l'absolute position. Donc ça nous donne la position non pas relative à l'élément parent ou au layout parent, mais la position vraiment dans la scène au complet. Ensuite, je vais retirer ce code-là, parce que pour l'instant, je ne veux pas l'animation. Et si maintenant j'avance dans ma scène, alors ça va faire un effet un peu bizarre, mais vous voyez que notre caméra, elle est toujours centrée. Bon, ça fout un peu la gerbe, mais toujours centrée sur cette planète-là. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir cet effet-là. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez le désengager à n'importe quel moment après un yield, si vous le souhaitez. Donc dans mon cas, par exemple, je pourrais lui dire, bon ben vas-y, essaie de suivre l'élément pendant environ 2 secondes. Donc on va faire un wait for et on va attendre 2 secondes. Et ensuite, une fois que tu as fini, je veux que tu fasses le système où tu te centres sur un élément. Donc là, on commence par hop, une animation qui suit notre Terre et ensuite on se déplace sur le Soleil. Donc là, typiquement, c'est le type d'animation qu'il est assez facile de représenter avec du code, mais par contre, si on s'imaginait faire ça avec After Effects ou autre, ça serait un petit peu chiant de placer les éléments correctement, de gérer les durées des orbites et tout, ça serait un véritable enfer. Avec une approche d'animation en code, il suffit juste de changer des valeurs et automatiquement on peut mettre à jour notre animation. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Ça permet d'avoir des animations qui sont réutilisables et qui peuvent être plus faciles à écrire avec le temps. L'autre intérêt aussi, et il est un petit peu plus récent lui, c'est que le fait de ne pas utiliser une interface mais du code pour avoir une animation, c'est qu'on peut utiliser plus facilement les IA pour rajouter des animations. Typiquement, si ici j'avais besoin de changer ma caméra de position et de lui dire de passer sur une autre planète, je pourrais directement prompter une IA pour qu'elle fasse le code qui corresponde à cette animation-là. Bon, malgré tout, il faut savoir que Motion Canvas, c'est pas forcément un code qui est très répandu, donc elle aura un peu de mal à s'adapter à cette logique-là, mais pour avoir essayé, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc personnellement, c'est cet outil-là que j'utilise actuellement pour la plupart de mes vidéos et de mes explications. Je vous avouerai que cette vidéo, elle est un petit peu niche, j'imagine qu'elle n'intéressera que les personnes qui font des vidéos et des tutoriels, mais je trouve que c'est intéressant et je voulais vraiment le partager avec vous. Donc j'espère que quand même ça vous a plu. Peut-être ça vous aura donné des idées d'animation aussi de votre côté, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!